C'est une guerre commerciale déclarée entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Quelles sont les causes de cette guerre? Est-ce qu'il y a l'efficacité dans la méthode utilisée par chaque État pour défendre l'efficacité de son économie? Est-ce qu'il y a des conséquences au niveau mondial, au niveau africain, pourquoi pas en République démocratique du Congo? Et quelle sera l'implication de l'Organisation mondiale du commerce? Tout ça, c'est à découvrir dans ce nouveau numéro. Gros plan sur les commerces, également sur la guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. On reçoit le professeur des universités, chercheur et observateur avéré des questions économiques sur le plan national et international. Godin Poy, bienvenue. Merci beaucoup, Stéphane. Et alors, première question, une guerre que vous avez observée vous-même entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. On peut d'abord revenir sur la genèse. Quelles sont les causes de cette guerre? Oui, en fait, le problème, c'est que les guerres commerciales ont toujours eu comme cause les intérêts divergents des États. Alors, pour revenir à la guerre commerciale actuelle entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, il y a trois éléments fondamentaux qui sont à la base de cette guerre commerciale. C'est d'abord les intérêts divergents entre les États-Unis et la Chine, la mauvaise foi de deux acteurs, et plus particulièrement la Chine, et il y a également la question iranienne qui vient un peu se greffer sur l'économie des deux États. Et c'est ce qui justifie l'escalade actuelle qui nous a amené à cette augmentation des droits des douanes. Mais vous parlez de la mauvaise foi de la Chine, mais vous venez de parler aussi des intérêts des Chinois. Oui, oui. Mais comment trouvez-vous qu'il y ait une mauvaise foi au niveau de la Chine? Non, d'abord les intérêts, les relations internationales, c'est nous au gré des intérêts. Ça, c'est de un. Mais il est de notoriété que le droit international s'applique aussi de bonne foi. Mais vous aurez remarqué que la Chine, depuis un certain temps, depuis d'ailleurs longtemps, c'est parce que les gens ne s'intéressent pas à la stratégie chinoise, la Chine fait ce qu'on appelle le vol de propriété intellectuelle. Elle impose, notamment aux sociétés américaines qui viennent investir en Chine, de transférer également leur propriété intellectuelle. Donc, dans une certaine mesure, lorsque une entreprise américaine va investir en Chine, il y a une sorte de transfert de ces droits de propriété qui devient aussi, dans une certaine mesure, un droit de propriété chinois. Le deuxième élément qui dénote cette mauvaise foi, c'est la contrefaçon que nous connaissons tous. Aujourd'hui, la Chine est en train de pirater toutes les grandes marques, d'une manière telle que les vrais titulaires des droits ne savent plus vendre leurs biens à leur valeur. Il suffit seulement, par exemple, d'observer les rues de Kinshasa. Je ne fais pas la publicité des gens ici. Tout le monde sait que mais c'est façonnable. Quand il concevait sa chemise, ce n'était pas pour la vendre à moins de 300 €. Donc on peut mais dire avec la Chine, aujourd'hui, on trouve les façonnables même à 2 €. Et quelle est la conséquence? Ça, c'est juste un exemple, mais les cas sont légion. Pour étayer cette mauvaise foi de la Chine, la conséquence, c'est que les titulaires des droits ne savent plus vendre correctement leurs marchandises, tout simplement parce que celui qui voulait acheter les produits d'origine, il est un peu découragé par le fait que le produit d'origine, il est maintenant sur la place publique. Et il s'agit d'une concurrence déloyale sur le plan international. Et cela a eu pour conséquence que les États-Unis se sont retrouvés avec un déficit d'environ 350 milliards de dollars. On peut dire directement que le président américain, ou soit l'administration des États-Unis, a bien joué les coups en étant prudent dans sa gestion. Naturellement. Donc, c'est-à-dire qu'à court terme, c'est vrai qu'à long terme, la guerre commerciale ne profite à personne. Mais pour quelqu'un de sensé, il fallait cette riposte-là, sinon la Chine
est en train de détruire l'économie mondiale. Et Donc, alors, vous ne connaissez pas l'impact des produits contrefaits sur l'économie mondiale. Cela veut dire que tous les titulaires des droits ne vont plus continuer à survivre sur le plan entrepreneurial, tout simplement parce que la Chine est dans les produits contrefaits. La Chine aujourd'hui impose aux entreprises américaines et même d'ailleurs qui viennent s'installer en Chine de transférer les droits de propriété intellectuelle. C'est quand même extrêmement grave. Et non seulement cela, la Chine se livre à une subvention massive de ces exportations. Et lorsque les États subventionnent leurs exportations, leurs produits deviennent nocifs par rapport aux économies des pays d'accueil. Donc ce sont des choses qu'on ne pouvait pas laisser comme cela. Il était tout à fait normal que, dans une certaine mesure, que les présidents américains puissent réagir, mais ce sont des demi-mesures en fait, parce que la guerre commerciale ne profite à personne, et même les États-Unis d'Amérique aujourd'hui qui sont en train aujourd'hui de condamner la Chine, c'est vrai que ce n'est pas dans les mêmes proportions de ce que la Chine fait. L'Union européenne et les autres ont condamné les États-Unis d'Amérique. J'en viens. L'Union européenne et les États-Unis continuent à soupçonner leurs produits alimentaires. C'est vrai qu'ils le font quand même dans des proportions acceptables, mais la stratégie chinoise est telle qu'elle va écraser non seulement les économies des autres pays, mais la Chine, avec des produits contrefaits, risque d'écraser toute l'économie mondiale. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je vais expliquer ces choses pour que vous voyez les dangers qui nous guettent tous. C'est que quand la Chine se livre à la production de biens contrefaits, c'est-à-dire qu'elle décourage la recherche. Donc, les multinationales qui investissent dans la recherche et le développement, ils se disent que ça ne sert plus à rien parce que dès que vous allez faire, les Chinois vont imiter cela. Et revenons sur la méthode utilisée par les deux pays. Oui. Les États-Unis sanctionnent la Chine riposte. Et revenons sur cette méthode. Trouvez-vous que c'est efficace et les deux pays gagneront-ils s'il faut continuer dans cette logique des méthodes, des mesures et puis rétorquer? Oui, ce que je peux dire pour le moment, c'est que à court terme, ça va permettre un peu aux États-Unis d'absorber ces déficits commerciaux, mais à long terme, ça ne profitera à personne. Parce que vous le savez que le 22 janvier, le gouvernement américain avait commencé par augmenter les droits des douanes sur les panneaux solaires et les machines à laver. Et le 22 janvier, ils ont allongé la liste avec l'acier et l'aluminium. Le 23, la Chine a dû riposter. Donc, ces méthodes s'avèrent efficaces à court terme pour des États, mais à long terme, personne ne va gagner dans cette guerre. Parce que, pourquoi à long terme les méthodes appliquées maintenant vont afficher leurs limites? C'est tout simplement parce que lorsque vous regardez globalement l'ensemble des droits des douanes que les uns et les autres imposent, ça finira à représenter dans les échanges internationaux quelque chose comme un droit de douane à la hauteur de 60%. Et qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il y a 60% des droits de douane qui viennent peser sur les échanges internationaux, cela veut dire qu'il y aura ralentissement du commerce international. Et lorsqu'il y a ralentissement du commerce international, il y a la baisse non seulement de la demande, mais ça sera également la baisse de la production. Et nous risquons de tomber dans une récession plus grave que celle qu'on a connue en 2008 à la suite des crises des subprimes. Et quand vous parlez des échanges internationaux, il y a aussi l'Organisation mondiale du commerce qui en général règle quand même les échanges et les commerces au niveau international. Il y a un rôle à jouer au niveau de l'Organisation mondiale du commerce? Non, oui, c'est-à-dire qu'en principe, devant cette guerre, il n'y a que l'Organisation mondiale du commerce qui pouvait chercher à régler ces différends. Mais l'instrumentum de l'Organisation mondiale du commerce international me semble non seulement faible, mais il est aujourd'hui dépassé.
Parce que c'est ça même la faiblesse de tous les droits internationaux. Il n'y a pas vraiment de mesures contraignantes. C'est ainsi que les accords internationaux s'appliquent de bonne foi. C'est ça la première faiblesse du système de l'Organisation mondiale du commerce. Mais la deuxième faiblesse, c'est que l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce n'est pas en soi un tribunal. Et il repose sur 4 principes, notamment le principe de l'acceptation mutuelle de la solution. C'est-à-dire que pour que l'OMC puisse se prononcer, il faut que les deux parties en conflit adoptent les mesures proposées par l'organe de règlement des différends. Donc c'est là une faiblesse qui fait que aujourd'hui je ne vois pas les États-Unis reculer et je ne vois pas non plus la Chine reculer. C'est ainsi que dans les perspectives, je vais tenter de vous faire voir qu'il faut revisiter. On reste d'abord sur le fait. Oui, oui. Donc, pour le moment, il y a d'abord, donc l'OMC a des limites sur le plan de ses instruments. Je te fais voir que l'organe de règlement des différends repose sur certains principes, notamment celui de l'acceptation mutuelle de la solution proposée. Mais la deuxième faiblesse aussi, c'est que les États-Unis d'Amérique ont bloqué la procédure de nomination des juges au niveau de l'organe de règlement des différends. D'une manière telle que même si aujourd'hui les États déposent plainte contre les États-Unis ou la Chine devant l'organe de règlement de l'Organisation mondiale du commerce, il y aura un problème de quorum au niveau des juges. Donc on ne pourra pas statuer tout de suite sur les cas. Donc ça, ce sont des faiblesses qui font que la guerre risque d'être longue, mais impopulaire bien sûr, parce qu'elle fera des rages dans toutes les économies, et surtout dans les économies les plus fébriles comme c'est par là que viennent maintenant les conséquences. Au Oui. niveau, à l'époque 2008, Oui. il y avait une crise qui a commencé dans quelques pays, mais qui a été une crise généralisée. Est-ce, pensez-vous, étant qu'observateur, pensez-vous que cette guerre peut avoir aussi des conséquences au niveau mondial? Pourquoi pas en Afrique, en République démocratique du Congo aussi plus particulièrement? Non, naturellement. Donc, d'après les statistiques qui ont été avancées jusque-là par le Conseil d'analyse économique, aussi bien en France qu'aux États-Unis d'Amérique, le commerce mondial va décélérer à un rythme d'environ 40%. Donc, lorsqu'il y a ces ralentissements des échanges internationaux, ça aura des répercussions sur la demande globale, surtout des matières premières. C'est pour dire que les plus grandes victimes, ça ne sera pas vraiment les États-Unis, mais les plus grandes victimes seront recrutées en Afrique, et surtout les pays qui ont une économie extravertie comme la nôtre, parce que pour même que les cobaltes ou les cuivres dont on vante tant, maintenant avec les codes très développementalistes miniers actuels, il faut qu'il y ait une demande sur la place internationale. Or, si cette guerre commerciale continue, il y aura une décélération de la croissance. La croissance économique pourra baisser jusqu'à environ 4%, rien que pour l'espace Union européenne. Ça sera dans les mêmes proportions en Asie et aux États-Unis. Il se fera que la demande globale des matières premières va baisser sur le plan international. Et c'est ce qui fait que les conséquences seront très graves en Afrique, que je sais qu'ils ont commencé déjà la guerre tout de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette guerre commerciale, personne n'en sortira gagnant. Donc il y a tout intérêt que la communauté internationale puisse se réunir encore, redéfinir les nouvelles règles du commerce international et surtout compter sur la bonne foi de la Chine. Donc je voulais ouvrir une parenthèse. En relations internationales, il y a 3 types de puissances. Nous avons les hard power, nous avons les soft power, nous avons les smart power. Donc les Occidentaux ont l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle les hard power. C'est ainsi que quand ils veulent s'imposer, ils vous envoient des multinationales, ils vous imposent des règles à suivre sur le plan de la démocratie. Alors les Africains pensent que les Chinois sont mieux que les Occidentaux. Non. Par contre, la stratégie chinoise est très nuisible aux partenaires étrangers, dans ce sens que la Chine applique ce qu'on appelle le smart power.
Donc, les smart power, c'est une puissance qui repose sur l'intelligence. La Chine va vous dire que moi, je ne veux pas entrer dans votre politique. Moi, je fais l'économie. Mais dès que vous avez les partenariats avec eux, ils vont vous fournir des biens de faible qualité. Et quand ces biens de faible qualité s'abîment avant qu'ils ne soient utilisés pendant longtemps, ça aura des répercussions sur les plans politiques. Je peux vous donner l'exemple des Chine. Nos routes, nos belles routes qu'on avait il y a de cela 5 ans ici, se sont détruites. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui avaient construit ces routes, ils ont travaillé dans la logique du smart power. Donc, ils donnent l'impression qu'ils n'entrent pas dans votre politique, mais ils ne vous aident pas à bien faire l'économie. Et finalement, les problèmes économiques que vont engendrer leur smart power auront des implications politiques parce que vous verrez, les gens vont vous dire que rien n'est fait. Et pourtant, il y a des choses qui ont été faites. C'est pourquoi je pense, quand on va entrer dans les pistes de solutions, que les États d'Afrique, notamment la République démocratique du Congo, doivent repenser leur politique économique. Et je voudrais préciser... On va revenir sur la question. Oui. On revient sur la démarche entreprise par l'Union européenne, avant même la réponse de la Chine. Oui. Et l'Union européenne a semblé aller vers les États-Unis pour lui demander de revenir à ces décisions. Et pourquoi l'Union européenne ne tarde pas et justement sur la Chine, mais revient directement sur les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez cette démarche de l'Union européenne? Je comprends très bien la démarche. La démarche de l'Union européenne, c'est parce qu'à un certain moment, l'administration Trump n'a pas orienté ses droits de douane prohibitifs seulement contre la Chine, mais à un certain moment, il a visé certains produits de l'espace Union européenne. C'est dans ce contexte-là que l'Union européenne était obligée de s'adresser d'abord aux États-Unis. Et d'ailleurs, vous avez suivi, il y a peu, les premiers ministres chinois et Angela Merkel ont même signé des contrats commerciaux. Mais ça ne va pas durer. Déjà, au niveau de l'Union européenne, il y a des problèmes. Le 27, parce que l'Union européenne est constituée de 28 États, les 27 reprochent à l'Allemagne le fait que l'Allemagne n'investit pas ses excédents pour que cela puisse avoir des effets propagateurs sur les autres membres de la communauté. Déjà, de ce point de vue-là, vous trouverez que la France a le même point de vue que Donald Trump. N'est-ce pas? Donc, si les Unions européennes, je vais me récapituler pour répondre à votre question, c'est que si l'Union européenne s'était adressée aux États-Unis, ce n'était pas seulement par solidarité avec la Chine, non. C'était d'abord pour défendre leurs intérêts, étant donné que les droits de douane prohibitifs concernaient également certains produits originaires de l'espace Union européenne. Mais lorsque j'ai suivi ça avant de venir sur ton plateau, j'ai vu Angela Merkel signer un partenariat avec la Chine. Ça ne va pas durer. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de l'analyse. Pourquoi ça ne va pas durer? L'Allemagne a déjà des problèmes avec les autres membres de l'espace Schengen par rapport à ses excédents qu'elle ne veut pas investir au profit de la communauté. Et d'aider, la Chine a la même stratégie partout. C'est de pirater les biens des autres. La Chine ne respecte pas les droits de propriété intellectuelle. La Chine ne respecte pas les règles de concurrence édictées par l'OMC. Certainement qu'ils finiront par avoir les mêmes problèmes. Avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne. Et ça sera la case de départ. Donc, au lieu qu'on laisse la case mondiale prendre le fait, je pense qu'il faut que les grands du monde, donc je parle des grands sur le plan économique, qui sont les grands? Ce sont d'abord les États-Unis, parce qu'on peut tout dire, les États-Unis d'Amérique restent la superpuissance économique. Les États-Unis d'Amérique, c'est 5% de la population mondiale, mais c'est le 1/4 du PIB mondial. Et on peut justement plonger sur vos conclusions, plutôt vos recommandations pour mieux comprendre ce qui est entre les Est-ce que je peux connaître le nombre de minutes qui me restent pour que je puisse me récapituler? Parce qu'à part des recommandations sur le plan mondial, il faut des recommandations pour notre pays. On commence d'abord sur le plan international, parce que c'est un sujet international, et on revient sur le plan régional et national. Donc, pour résoudre cette crise,
il faut que les grands du monde s'assoient. Lorsque je parle des grands, ce sont les grands sur le plan économique. Je vois les triangles États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Union européenne. Ils peuvent d'abord, les trois là, se réunir pour tracer les grandes lignes. Et il faut qu'on puisse sortir de ces triangles pour associer les G20. Donc toutes les grandes économies là, pour qu'ils puissent discuter sur les nouveaux droits de l'Organisation mondiale du commerce. Je ne l'ai pas dit. Il y a mon ouvrage qui vient de sortir en Allemagne, il y a de cela 2 semaines. Il pourra être disponible et je reviendrai vers toi. Là où je parle des méfaits du droit de l'Organisation mondiale du commerce actuel. Donc quand ces grands vont se mettre d'accord sur les nouveaux instruments de l'Organisation mondiale du commerce international, ces nouveaux instruments, donc je voulais dire, cet instrument, il devait s'appuyer sur les éléments que je vais te proposer ici. Ces nouveaux droits de l'OMC doivent régler le problème de la concurrence. Qu'est-ce qui se passe? La Chine subventionne presque toutes ses exportations, notamment les panneaux solaires, d'une manière telle que quand cela arrive aux États-Unis, ça écrase la filière. Donc il faut qu'on puisse apprendre à tous les États. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est la Chine qui l'a fait dans des proportions inacceptables, mais l'Union européenne, les États-Unis recourent par moment à d'autres stratégies. Pour ceux qui ont pris part aux conférences ministérielles de l'OMC, ils savent que généralement, pour les pays des temps que j'ai passé là-bas, généralement ces travaux se terminent en quai de poisson. Donc, il faut qu'ils se mettent d'abord sur les règles de la concurrence. Ils doivent se prononcer de manière définitive sur la question des subventions. C'est ce qui tue l'économie mondiale. Lorsque vous subventionnez vos produits, ces produits coûteront moins cher sur les marchés de l'autre et finiront par écraser sa filière. Le deuxième élément, sur ces nouveaux droits de l'Organisation mondiale du commerce, que je veux plus servant de l'économie mondiale, c'est qu'on doit assurer la meilleure protection de propriété intellectuelle. Il est quand même inacceptable que pour une société américaine qui vient investir en Chine, qu'on puisse demander à cette société-là de transférer même les droits de propriété intellectuelle. Il faut que l'Organisation mondiale du commerce puisse revenir sur tout ça. Le deuxième élément sur lequel je pense que l'instrument de l'Organisation mondiale du commerce doit encore être revisité, c'est sur le pouvoir de l'organe de règlement des différends. Il faut qu'on arrive au niveau où l'organe de règlement des différends doit prendre des mesures contraignantes. À ce moment-là, on aura la vraie économie mondiale. Si on ne le fait pas, je pense que ces guerres commerciales seront toujours récurrentes parce qu'au-delà des conséquences économiques que j'évoquais, les guerres commerciales débouchent généralement sur les guerres traditionnelles. Et tout justement, on revient sur les recommandations sur le plan national. Ça sera même votre conclusion. Non, sur le plan national, c'est maintenant qu'il faut que nous puissions nous réveiller. Les États se développent grâce à l'intelligence. L'émergence passe par l'intelligence. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. Nous devons cesser avec cette histoire des économistes juniors. Je ne dis pas que moi je dépasse les autres. Nous devons sortir des trucs irréfléchis du genre Bukangalozo. C'est maintenant que je demande que nous puissions avoir dans ce pays un comité d'analyse, un conseil d'analyse économique comme ailleurs, où on ne va pas mettre ni combattants, ni militants, qu'on puisse sélectionner les meilleurs économistes de ce pays, qui peuvent travailler, réfléchir sur les stratégies qu'il faut adopter, parce que cette guerre commerciale va entamer la croissance mondiale. Lorsque la croissance mondiale sera entamée, cela veut dire que la demande globale va baisser et que nos produits miniers, au nom de la loi et de l'offre-demande, ne seront plus recherchés sur la place internationale et nous risquons de nous retrouver dans la situation où on était l'année passée. Donc c'est maintenant qu'on doit créer un conseil d'analyse économique dans ce pays, constitué de gens qui peuvent réfléchir sur les nouvelles stratégies adoptées pour que nous puissions amortir les chocs de cette crise qui pointe à l'horizon. Si nous ne le faisons pas, il y aura un marasme économique dans ce pays. Mais en disant cela, quand j'ai donné la précision des économistes juniors,
ce n'est pas que je dis que moi je suis plus intelligent que les autres. Bon, je bien voulais remarqué. tout simplement dire que les questions économiques doivent être traitées par, des experts doivent être et des traitées gens par, qui non, non, maîtrisent bien. doivent être traitées par des économistes et non par des diplômés en économie. Merci beaucoup Godefroid. On vous retrouve à un autre numéro sur le même plateau avec le gros plan sur et merci. Merci beaucoup mon ami.